Plus de 15 milliards de dollars partis en fumée. Attends. On va pas refaire tout le premier épisode. Si tu l'as loupé, je te conseille vivement de le regarder pour comprendre comment tout va s'effondrer. Mais si vous débarquez et avez la flemme, attachez vos ceintures, je vous fais un petit récap en quelques secondes. 2020, le monde s'arrête, le Covid frappe. Mais dans ce chaos, quelques entrepreneurs voient une opportunité en or, le quick commerce. Le concept, vous faire livrer vos courses en moins de 10 minutes. Une bière à 23h, des couches en urgence pour votre bébé, quelques clics et pouf, le livreur sonne à votre porte. Getir, Gorillaz, Fling, des noms qui vous disaient peut-être pas grand chose il y a 3 ans. Et pourtant, ces startups sont devenues les nouvelles stars de la tech. Les investisseurs ont déversé plus de 15 milliards dans ces business. Une guerre sans merci s'est opérée entre tous ces acteurs pour pouvoir ouvrir le plus de magasins, le plus de villes, le plus de pays. Tout ça pour s'effondrer en quelques mois. Et moi, j'étais en première loge, directeur des opérations de l'un des plus gros, Getir. 2000 personnes sous ma responsabilité, une expansion folle. Alors si vous êtes passionné par le food business ou vous voulez juste comprendre comment une industrie entière peut s'effondrer en quelques mois, cette histoire est faite pour vous. Le premier épisode vous a raconté l'ascension. Aujourd'hui, je vous raconte la chute dramatique que j'ai vécue en interne. Je vais vous dévoiler les coulisses d'une révolution qui promettait de changer nos vies, de l'histoire du plus petit qui a tout raflé pendant que les géants s'entretuaient, d'un échec cuisant qui, malgré lui, a changé à jamais le monde des startups et du retail. Et c'est en mars 2022 que nous reprenons l'histoire. Les cadres dirigeants de tous les pays sont convoqués pour un appel d'urgence, un appel qui allait tout changer. Bienvenue dans l'épisode 2, la chute de l'Empire. Et un grand merci à tous les gens qui ont kiffé et liké la vidéo. Vous avez atteint l'objectif, voici les révélations. Alors dites-moi si vous êtes d'accord avec mes conclusions en fin de vidéo. D'ailleurs, j'ai pris un peu de temps pour faire ce deuxième épisode parce que j'ai reçu la visite de ma nouvelle patronne, ma fille. Elle ne s'est absolument pas déléguée. Et je fais des vidéos tout seul avec ma fille, mon entreprise de consulting. C'est un peu compliqué, vous m'excuserez. Bon, revenons à cet appel de mars 2022. Les cadres dirigeants de tous les pays sont réunis pour une grande annonce. Jusque-là, ce genre de réunion, c'était pour annoncer des levées de fonds, l'ouverture de nouveaux pays ou des rachats. Du coup, je me dis cool, une bonne nouvelle, on va aller au Brésil, en Asie, ou peut-être franchir la barre mythique des 20 milliards de valorisation. On se connecte, le CEO apparaît et la surprise, une mine défaite. Cela fait quelques semaines que nous discutons avec nos investisseurs qui ont des connexions avec la Fed, la Banque Centrale Américaine, et pour la première fois depuis 2018, ils vont augmenter les taux d'intérêt directeurs. Et cela risque de s'accélérer avec une forte période inflationniste à venir. Nous avons conseillé à toutes les entreprises dans lesquelles nous avons investi de prendre les mesures nécessaires pour survivre. Bon, première chose déjà, j'ai essayé de résumer les souvenirs du call qui s'est passé il y a 2 ans. Mais aussi, c'est quoi le rapport avec la Fed et livrer des couches à 22h. Simplifions, les investisseurs de Getir et du Quick Commerce sont des VC, des fonds de capital risque. Leur job, c'est d'investir et faire fructifier l'argent. Et quand les taux d'intérêt sont bas, l'argent circule facilement et il coûte pas cher à emprunter. Mais quand la Fed commence à augmenter ses taux d'intérêt qui étaient à 0 auparavant, tout change. Ça a un impact sur les autres banques centrales européennes, mais surtout l'argent devient plus cher, donc les VC prennent beaucoup moins de risques. Et nous, on était un pari hyper risqué. On brûlait des millions chaque mois pour écraser la concurrence et grandir à tout prix, mais sans argent facile, plus de levée de fonds. Et ça, c'est un énorme problème. À ce moment-là, je comprends directement ce qui se passe. La fin du quoi qu'il en coûte, le début d'éliminer tout ce qui coûte. Et c'est en mai 2022 que ce que je craignais le plus a commencé à se produire et à se répandre dans le monde des startups et de la tech en général, comme une explosion systémique. Lately, though, it's been laying off people at a much higher rate than the rest of the economy. Meta has plans to slow hiring of engineers this year by at least 30%. Google, Apple, Microsoft, and Snap also reportedly pausing or substantially slowing hiring and cutting back on spending. Was hit hard by layoffs. Today we found out how hard. À ce moment-là, pour nous, le focus change à 180 degrés. Désormais, on doit arrêter de brûler du cash et diviser nos pertes par 2 en quelques semaines. Et bien entendu, interdit d'en parler aux équipes. Elles pensent encore qu'on est en mode croissance et expansion folle. À ce moment-là, mon rôle, c'est de faire pivoter doucement le mindset des équipes et que c'est un moment crucial pour consolider nos acquis et peut-être fermer quelques stores, temporairement, bien sûr. À ce moment-là, avec le top management, on réfléchit à comment fermer les bons stores, comment augmenter les zones de livraison de certains stores, pour couvrir la fermeture potentielle des autres. Un casse-tête, surtout qu'il y a des emplois en jeu. Et réfléchir à ça sur une feuille Excel sans vraiment prendre en compte la vie des gens, c'était un enfer. En quelques jours, on met le plan en place et 20% des stores ferment. On doit maintenant transférer immédiatement toutes les équipes des stores qui ferment, les marchandises et le matériel. Le message passe plutôt bien aux équipes et elles gardent un mindset plutôt positif pour le moment. Avant de passer au call de mai 2022, j'aimerais quand même préciser quelque chose. Ces vidéos ne sont en rien un procès à charge
contre Getir ou le quick commerce en général, Getir m'a fait confiance, m'a donné de plus en plus de responsabilités et m'a fait grandir comme jamais. J'en serai reconnaissant à tout jamais. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous donner une autre vérité de ce fiasco, celle de l'interne. Pas celui relaté dans les médias qui est souvent taché d'analyses superficielles, voire de mensonges. Parenthèse fermée. Mai 2022. Après avoir réussi à mettre en place les changements drastiques qui nous ont été demandés en quelques jours, les équipes sont épuisées. Je suis au bout du rouleau, mais surtout mentalement. Et on se dit que dans ce call, on a fait le travail, on va sûrement nous annoncer quelque chose de beaucoup plus positif. Réouvrir des stores, relever de l'argent ou continuer l'expansion. Le CEO apparaît encore une fois, le visage encore plus blême que la dernière fois, qui portait une tristesse que honnêtement, même en jouant à la comédie, on pouvait pas faire. 14%. Nous devons réduire nos effectifs de 14% en moyenne dans le monde. Pour certains pays, c'est plus, et vous l'avez deviné, pour la France, et pour la première fois, on est au-dessus de la moyenne. En quelques jours, c'est l'ensemble du monde des startups et de la tech qui subit une déflagration totale. Et c'est à partir de ce moment-là que la grande consolidation a commencé. Et vous vous souvenez du petit acteur, l'underdog, à qui les bookmakers donnaient une cote hyper élevée? Gardez-le en tête, c'est primordial. On va l'appeler Jon Snow. Il y avait déjà eu auparavant des rachats, notamment en interne, avec l'entreprise Block, Wheezy et même Cajou qu'on avait tenté de racheter en 2021-22. Et j'avais d'ailleurs pris part aux réflexions du deal, j'avais visité leur store, rencontré l'un des cofondateurs pour évaluer est-ce que c'était un bon deal. J'avais émis des gros doutes sur le deal, qui pour moi ne semblait pas très prometteur, et surtout un défocus. Mais à partir de 2022, c'est une partie de Monopoly mixée au risque qui a commencé. En 2021, en Europe, il y avait une vingtaine d'acteurs à peu près. En 2022, il restait déjà plus grand monde, 3-4 acteurs maximum. C'est à ce moment-là que Gorillaz rachète Frishti, que Yassir rachète Flink, puis que Getir rachète Gorillaz et Frishti pour une somme dérisoire. Mais je vais vous raconter en détail ce qui s'est passé. Puis Getir décide de quitter la France en 2023 et tous les autres pays à part la Turquie, et Frishti sera revendu à Jon Snow pour une bouchée de pain. Pas la peine de faire la liste de toutes les fermetures et les rachats, vous l'avez compris, c'était un massacre. Getir, qui se pensait Mother of Dragon, la mère des dragons dans Game of Thrones, s'est fait avoir par le gars qui était dans la Nightwatch, tapis dans l'ombre. Avant de parler de ce Jon Snow, revenons sur le rachat de Gorillaz et Frishti par Getir. Je l'ai vécu de l'intérieur et comment vous dire, c'était fou, c'était étrange. Déjà, les équipes de Frishti sont passées sous le giron Gorillaz et ça a été compliqué au début. Ils tentent de remonter la pente, reconstruire l'organisation avec les deux équipes, puis plus d'argent. C'est à ce moment-là que Getir les rachète pour quelques millions d'euros. Il aurait été dit d'ailleurs que le fondateur de Gorillaz, Kagan, l'a pris comme une humiliation parce que Getir et Gorillaz c'était un peu les frères ennemis. Il a signé le deal, il a pris son chèque et est parti directement. Un chèque de quelques millions, mais au vu des précédentes valorisations, rien du tout. Et à ce moment-là, quand on a dû consolider les trois équipes Getir, Gorillaz, Frishti, c'était d'une complexité absolue. On participait à des réunions avec des listes secrètes de gens à garder ou des gens à laisser partir. On faisait croire aux équipes de Getir quels étaient prioritaires, ce qui était bien loin de la réalité. Les postes étaient souvent doublés avec ceux de Gorillaz, donc fallait faire des choix, il y avait des packages de sorties opaques, et tout ça créait une atmosphère de méfiance, de confusion, on savait plus qui disait la vérité, et tout le monde commençait à parler sur tout le monde. Les licenciements et les départs se sont enchaînés, avec des délégués syndicaux qui cherchaient plutôt à tirer profit de la situation pour renforcer leurs propositions personnelles auprès de leurs syndicats, souvent au détriment des employés qui devaient protéger. Bref, l'atmosphère était devenue un champ de bataille, avec des jeux de pouvoir, des luttes internes. C'était plus la même entreprise que j'avais connue avec cette ambiance incroyable où on apprenait, on délivrait des choses de malade. J'ai décidé de quitter Getir, quitter Paris. Quelques mois après mon départ, Getir annonce la liquidation judiciaire, puis quelques semaines après, la fermeture de Getir France. Et c'est à ce moment-là que Jon Snow rachète Frishti, ce Jon Snow qui n'était pas un bastard, mais l'héritier désigné depuis le début. La belle vie, enfin plutôt la belle affaire. Alors pourquoi le plus petit, et pour certains le moins sexy, a triomphé devant ces dinosaures? Parce que déjà, la belle vie avait un modèle économique beaucoup plus viable. Ils n'ont pas misé sur une croissance rapide à tout prix, mais plutôt focusé sur la rentabilité avec une offre exceptionnelle de produits et surtout une promesse de 4 heures pour être livré et non 10 minutes qui change tout. Ils avaient des plus grands entrepôts, mais pas au cœur de ville, en périphérie, ce qui coûtait moins cher était plus efficace pour livrer en 4 heures. Plus de 30 000 produits et un focus sur l'expérience client qui n'avait rien à voir avec nous. Et enfin, comme le dit le cofondateur de La Belle Vie, Paul Lay, une gestion d'épicier, une gestion qui se focalisait sur la marge. Donc c'est extrêmement dur à opérer. Mais nous, on a trouvé notre modèle, le modèle rentable, qui est de partir d'un entrepôt. Donc on a le plus grand entrepôt de Paris, intramuros, et on livre un peu moins vite. C'est vrai que la livraison 20 minutes, c'est dur de trouver la rentabilité. Alors pourquoi le quick commerce s'est effondré, ces erreurs fatales, est-ce qu'il a encore un avenir? La première erreur pour moi, c'est que les 10 minutes ou les 15 minutes n'ont aucun sens. Ce n'était en rien
bien une nécessité pour le consommateur, ça ne répondait pas du tout à un problème douloureux du consommateur, ça rajoutait juste de la complexité logistique. Deuxième chose, le modèle CDI, notamment en France, n'était pas du tout adapté au modèle Quick Commerce. Avec des flux de commandes qui n'étaient pas du tout linéaires, mais plutôt par pic, le CDI et les horaires de travail inhérentes à ce contrat ne correspondaient pas du tout aux besoins de ce business. Il y a également la bataille des prix. Tout le monde voulait être le moins cher même que les supermarchés, mais pour un business qui coûtait beaucoup plus cher. Il fallait des volumes énormes pour arriver à l'équilibre. Les clients étaient attirés au début pour les prix bas, mais pas sur le long terme. C'était un service premium et il fallait le faire payer de manière premium, comme l'a fait la Belle Vie. Et on voit, malgré l'échec, que le quick commerce a quand même ouvert la voie à des modèles alternatifs, comme ceux proposés par Uber Eats, Deliveroo qui livrent les courses de Picard, de Monoprix, de Carrefour, etc. Ou encore les livraisons en 4-6 heures, comme le font Auchan, comme le fait la Belle Vie. Et puis il y avait les obstacles réglementaires. Quand les pouvoirs publics ne veulent pas de vous et font tout pour vous mettre à terre, c'est quand même difficile de réussir. Ceux qui arrivent sont vraiment les exceptions, comme Uber. Donc la France, sa complexité, ses pouvoirs publics et les centaines de millions d'euros dépensés par les acteurs ont eu un impact majeur dans l'effondrement du quick commerce. Ce n'est pas la seule raison, mais la France et l'Europe étaient trop durs à pénétrer. Pour finir, le quick commerce a été une erreur. Mais une erreur qui a laissé une empreinte indélébile sur le monde de la tech, des startups et du retail. Même si les grands distributeurs comme Carrefour, etc. se moquaient au début du quick commerce, ils ont dû se plier au monde qui change et à la réalité. Et ils ont d'ailleurs intégré, pour la plupart, la verticale du quick commerce dans leur business model. Mais ce fiasco a également bouleversé le monde des investisseurs. Les VC qui ont misé des milliards sur ce modèle ont changé complètement de cap. Ils recherchent maintenant des modèles beaucoup plus scalables et moins lourds opérationnellement, mais surtout avec des preuves de rentabilité probantes. Le quick commerce, bien qu'éphémère, a ouvert la voie à un nouvel ère de l'investissement. Beaucoup fustigent cet écosystème qui claque des milliards pour des paris, mais c'est aussi le but de ces VC, faire 10 paris, d'en avoir un qui fait x10 ou x100. Pour moi, ces 2 années ont été extrêmes, épuisantes, mais elles ont marqué un tournant dans ma carrière et dans mes compétences. J'ai noué des amitiés sincères et affronté énormément de critiques et d'incompréhensions. Des critiques parfois injustes, parfois infondées, mais honnêtement, j'en veux à personne. Chacun avait sa vision, chacun avait sa réalité. La mienne, c'est celle que je viens de vous partager. Une réalité complexe, folle, qui s'est éteinte aussi rapidement qu'elle est apparue, un peu à l'image du quick commerce. Merci à tous, la bise.